Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de Gémant Débat. Donc, nous remercions vous, Monsieur Châtelain, d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de ce sujet. Voilà, donc une conférence qui s'inscrit dans notre semaine thématique sur quelle liberté d'expression aujourd'hui. Plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler de la liberté d'expression sur Internet avec vous, Monsieur Châtelain. Nous aimerions aussi remercier Grenoble École de Management pour l'organisation de cette conférence. Et je vais vous laisser vous présenter voilà, en quelques mots, Monsieur Châtelain, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Eh bien, tout d'abord, à moi de vous remercier, vous, Baptiste, vous, Flavie, j'aime en débat, la Grenoble École de Management, qui permet de continuer les choses dans la presque quasi-normalité, excepté vos masques, si je ne m'abuse. Mais c'est la prudence. Je suis professeur associé à Grenoble École de Management. Je suis enseignant-chercheur dans cette école et je m'occupe actuellement, je suis ce qu'on appelle GEM Insights Disseminator. Alors, c'est quoi GEM Insights Disseminator? C'est en fait, par rapport à la recherche, vous savez qu'on a une dimension sociale, sociétale, par rapport à la recherche de mes pairs, de trouver des façons de vulgariser. Le terme est souvent assez péjoratif, mais il y a beaucoup de recherches qui finalement sont concentrées sur des personnes très, très spécifiques et qui ne sont pas accessibles au grand public. L'objet de GEM Insight, c'est justement de vulgariser, de porter à connaissance du plus grand public dans des supports qui sont accessibles par tout le monde. Voilà. Et je suis plus spécialisé en IT, en digital, et je travaille beaucoup sur les libertés publiques, notamment les libertés publiques au travers d'Internet et des réseaux. Très bien. Voilà. Donc, avant de commencer cette conférence, pour poser les bases, nous pensions vous demander qu'est-ce que la liberté d'expression selon vous? Alors, la liberté d'expression, il se trouve que je ne vais pas la réinventer ou redéfinir ce qu'est la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça, c'est un fait, et c'est considéré comme un droit fondamental. Donc la définition qu'en est donnée, et je ne vais pas là non plus réinventer les choses, la définition qui est donnée, c'est de pouvoir, vous, moi, penser exactement ce que nous le souhaitons et pouvoir l'exprimer par quelque support que ce soit dans un domaine religieux, dans un domaine politique, dans un domaine philosophique ou tout autre sujet ou thématique. Avec ceci étant, parce que la liberté d'expression, par-delà la définition qu'en donne la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas non plus pouvoir tout dire. La liberté d'expression est aussi dans un cadre, par exemple, comme en France, elle est contrainte par un certain nombre de restrictions. Par exemple, il n'est pas question de donner dans le révisionnisme, il n'est pas question de donner dans l'appel à la haine de l'autre, il n'est pas question, il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans le cadre d'un délit. Voilà. Mais d'un point de vue général, c'est déjà la possibilité de pouvoir penser, encore faut-il penser, et ensuite le droit inaliénable de pouvoir l'exprimer. Ai-je bien répondu à la question? Ai-je été un bon élève? Parfait. Merci. Donc pour débuter un petit peu plus cette conférence dans des sujets un petit peu plus définis, on aimerait aborder une première partie sur l'anonymat sur Internet. Vous écriviez un article en octobre 2020 sur le site justement Contrepoint intitulé « Mettre fin à l'anonymat sur Internet, c'est attaquer la liberté d'expression ». Et en effet, dans ce même article, vous expliquez comment le président de la République, selon lui, voudrait aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat. Alors pourquoi, selon vous, l'anonymat est synonyme du début de la fin de la liberté d'expression sur Internet? Alors, je m'en explique. L'anonymat sur Internet, à moins d'être je dirais black attacker ou white attacker. Les black attackers sont des gens qui agissent, qui utilisent leurs compétences de type technologique à des fins de nuisance, voire à des fins d'enrichissement, par exemple, mais malhonnête. Le white attacker, c'est tout autre chose, puisque lui, il est là plutôt pour détecter des failles et avertir les usagers de failles sur certains systèmes. L'anonymat sur Internet, qu'on soit très très clair, il n'existe pas pour la plupart, pour le commun des mortels, il n'existe pas. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, c'est un pseudo-anonymat. Dès lors qu'il y a à moins, je vous dis, de faire partie d'une élite hacker capable vraiment de se dissimuler.
C'est-à-dire que l'usage d'un pseudonyme, si par hasard une personne commet un acte délictueux, je vous garantis que vous avez, à aujourd'hui, ne serait-ce, et je parle au niveau français, vous avez toute une chaîne consacrée à la cybercriminalité, que sont alors je les avais notés, vous avez le C3, vous avez d'abord les cyber-NTech, qui sont des policiers en charge de poursuivre éventuellement des actes délictueux qu'ils constateraient sur des réseaux sociaux, donc qui auraient été signalés sur les réseaux sociaux. Au niveau du département, au niveau national, vous avez le C3N, vous avez l'IRGGN, je vous donne juste les acronymes, vous avez le PJGN, vous avez bref une armada de policiers et de gendarmes en mesure de tracer. Donc, c'est pour ça que parler d'anonymat n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est un pseudo-anonymat. Vous commettez un délit sur un réseau social, je vous dis qu'à 99,9%, vous serez tracé. Ensuite se pose la question de savoir si vous pourrez être poursuivi. Il est clair qu'un délit qui se commet, si la personne se trouve dans des pays qui sont lointains, éloignés, qui ont peut-être d'autres chats à fouetter qu'à poursuivre, ça va être peut-être compliqué d'obtenir gain de cause et d'obtenir justice. Mais au demeurant et sur le territoire français, quelqu'un qui commet un délit sur un réseau social, il n'est pas caché derrière son pseudonyme. Voilà, c'est pour ça que je parle de pseudo-anonymat et que finalement, c'est comme si on apportait une solution. Ah, tout va devenir beaucoup plus simple, on supprime l'anonymat, donc. Et là où je dis que c'est une atteinte à la liberté d'expression, la raison en est la suivante. Et je prends un cas d'école très simple. Vous prenez un cas d'école qui s'appelle Justine Sacco, peut-être avez-vous entendu parler de cette personne. En 2013, cette jeune chargée des relations publiques dans une entreprise d'édition qui s'appelle IAC poste sous son nom un post à deux lectures, parce que nous allons parler derrière de doxing. Et vous allez ensuite, je pense, on va parler de doxing, et je vais vous expliquer ce à quoi elle s'est exposée. Elle a fait un post extrêmement malheureux. Elle poste la chose suivante. Elle poste, elle était à l'aéroport de Heathrow, elle partait en Afrique du Sud, elle poste 12 mots. Je ne vous les fais pas en anglais, je les fais en français. Je pars en Afrique, j'espère ne pas attraper le sida, just kidding, je déconne, je suis blanche. Elle a 150 followers. Elle monte dans l'avion, elle éteint son smartphone. Derrière, vous avez une personne qui s'appelle Sam Biddle, qui travaillait pour un site un peu buzz qui s'appelait Gawkers. Je crois que Gawkers n'existe plus à ce jour. Lui, il a 15 000 followers. Il repère ce tweet. Il le retweet, etc. Le bad buzz commence. Je rappelle la phrase de Justine Sacco. Je pars en Afrique. J'espère ne pas attraper le sida. Je déconne, je suis blanche. 2 lectures. Et attention, le problème de Twitter, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'au premier degré, bon, ça passe. Le second degré, vous finissez rapidement à l'hôpital des Grands Brûlés. Il y a 2 interprétations. C'est soit elle dénonce de façon très, très maladroite une inéquité du traitement du sida en Afrique selon la couleur de votre peau, soit c'est profondément raciste. C'est la 2e interprétation qui a été retenue. En atterrissant, Justine Sacco, qui avait à peu près votre âge, elle avait perdu son emploi. Elle avait perdu, on ne voulait même pas l'accueillir à l'hôtel. Elle a été l'objet, c'est un cas d'école, d'un cyberlynchage mondial avec les conséquences de gens qui se sont acharnés sur quelqu'un de jeune ou même une personne plus âgée qui peuvent être désastreuses. Si Justine Sacco avait utilisé un pseudonyme, plutôt que parler en son nom. Ça aurait été, quelle que soit l'interprétation faite, il n'y aurait pas eu les conséquences, je dirais, dramatiques pour sa vie qui ont été le cas. Voilà, c'est pour ça que je dis, éventuellement, si ça avait été considéré comme raciste par les autorités et dénoncé par quelqu'un comme quelque chose de profondément raciste, elle s'en serait expliquée, elle aurait été tracée naturellement, et elle s'en serait explicitée devant les autorités compétentes. Mais là, comme je vous dis, c'est l'exemple que je prends pour montrer que le pseudo-anonymat, on peut dire un certain nombre de choses.
Si par hasard quelqu'un le prend extrêmement raciste, il est tout à fait légitime s'il a envie de dire, s'il a envie de porter à connaissance des autorités que le tweet était raciste, la personne sera tracée et les autorités compétentes sont en charge de faire la justice. Le cyberlynchage et l'effet de meute, est-ce que la justice doit être rendue par les internautes sur ce genre de discours? Je ne crois pas. Massacrer la vie de quelqu'un, alors on est derrière un écran d'ordinateur, ça peut porter à conséquence. Voilà pourquoi je défends, personne n'est à l'abri d'une maladresse qui peut être mal interprétée avec les conséquences que ça peut avoir. Ensuite, derrière, il est vrai que chargée des relations publiques, elle aurait dû être plus prudente par rapport à la connaissance qu'elle avait de son métier. Même si on a 150 followers, on n'est pas à l'abri d'avoir un tweet qui est repris par des gens qui en ont beaucoup plus. Quand on écrit, et toujours avoir ça à l'esprit, on écrit sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre, on s'adresse au niveau mondial, avec aussi la prise en considération. Alors, c'est pas être un homme, c'est aussi s'empêcher. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir en considération qu'on va s'adresser aussi à des cultures qui sont différentes, avec des sensibilités différentes. On ne parle pas à une bande d'amis, 150 amis, non. On croit parler à 150 amis, ben dans ce cas, on configure bien son réseau social pour s'adresser à 150 personnes qui ont le même mode de fonctionnement, le même état d'esprit, le même humour, et là, peut-être qu'on risque moins de... Voilà. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée de pseudo-anonymat, qui est une garantie aussi fondamentale de pouvoir exprimer des choses qui peuvent s'inscrire dans un contre-discours pour éviter un cyberbashing qui peut prendre des dimensions colossales. Sachant que si on rentre dans le cadre d'un délit, il y a du moins, ou tout du moins en France et dans beaucoup d'autres pays, toutes les entités policières et judiciaires, dès lors qu'une plainte est déposée, pour tracer l'individu, et de façon, comme je vous dis, à 99,9%. On a une justice dans un pays, je ne pense pas que les internautes sont là pour être des justiciers. Donc l'anonymat protégerait voilà, des personnes comme cette chargée de relations publiques. Pseudo-anonymat, je précise toujours pseudo-anonymat, parce Mais, qu'on parle d'anonymat, il est très très relatif. mais la protégerait en tout cas des utilisateurs des réseaux sociaux. Mais ceux qui seraient là pour insulter, pour harceler, euh, avec cette pseudo-anonymat, ne seraient plus protégés voilà, par la technologie et pourraient être rattrapés par la justice. C'est ce que vous nous dites. Ah ben, d'un autre côté, Baptiste, c'est-à-dire, et c'est tout le paradoxe, c'est que Justine Sacco a été victime, si elle avait commis un délit, dans ce cas, la justice était légitime, si elle avait été dénoncée pour avoir LET. Mais par contre, ceux qui se sont permis de lancer des appels à la haine, voire des appels au meurtre, eux, là, ils commettaient un délit, un véritable délit. Et ils étaient naturellement, avec le courage des lâches, sous pseudo-anonymat. Mais Justine Sacco aurait très bien pu se retourner contre eux et porter plainte parce que des menaces de mort ou exprimer des menaces de mort sur un réseau social, je pense que dans de nombreux pays, c'est condamné par la loi. Et une fois de plus, les autorités en charge ont les moyens de remonter aux fournisseurs d'accès, d'avoir l'identité très précise de l'utilisateur. C'est pour ça que cette histoire d'anonymat est un véritable faux débat qui peut par contre et c'est là où je dis que ça peut porter atteinte à la liberté d'expression, à partir du moment où, par exemple, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est comme si on devait souscrire à une pensée dominante et que dès lors qu'on émet un contre-discours, ça peut être se mettre en difficulté ou en danger par rapport à des personnes qui vont d'un seul coup vous fondre dessus parce que vous aimez émettre une opinion qui est dissonante du discours ambiant. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport? C'est pour ça, pour moi, la notion d'anonymat est un faux débat, c'est un leurre. Oui. Ça ne va rien résoudre. Et du coup, on peut, pour ceux qui veulent poursuivre, on les redirige vers votre article du site Contrepoint, publié en octobre 2020, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est adorable. Donc, on va maintenant s'intéresser à l'application Telegram qui, elle, prône l'anonymat total, la liberté de parole et la sécurité des données. Cependant, cette application est aussi connue pour être utilisée par certains djihadistes pour s'organiser. Ainsi, la liberté d'expression qui semble parfois échapper aux lois, ne va-t-elle pas trop loin et comment la réguler?
Alors, on va revenir, on va faire un peu d'histoire sur ces fameux, comment dire, ces fameux terroristes qui utilisent puisque il y a vraiment un discours souvent très disqualifiant vis-à-vis des réseaux, on agite la peur, les terroristes qui l'utilisent. Je rappelle une chose, les terroristes ont des voitures, il y a des enlèvements. On ne devrait pas supprimer les voitures. Les terroristes ont des téléphones portables également. On devrait supprimer les téléphones portables. Derrière, je vais revenir à l'idée de ces terroristes utilisant de tous les côtés des messageries cryptées, des outils comme Telegram. Et je pense, peut-être l'ignorez-vous, mais l'usage par les terroristes, Telegram, c'est une réalité, hein, mais à l'origine, la première chasse aux terroristes supposait utiliser de la cryptographie, de la stéganographie, donc la cryptographie, message crypté, stéganographie, ce sont par exemple des messages que vous allez intégrer dans un autre support, par exemple dans une image. Eh bien, figurez-vous que la façon dont ça a commencé cette histoire-là, avec ce qui a généré le Patriot Act, ce qui a généré ensuite la loi sur le renseignement, ce qui a généré beaucoup de contrôle et de volonté de contrôle des États, des échanges, eh ben, ça date du 11 septembre. Alors, ça remonte à un peu longtemps, mais c'est toujours dans nos mémoires. Figurez-vous qu'un journaliste de USA Today, Jack Kelly, avait publié plusieurs articles signifiant et stipulant que les terroristes utilisaient la stéganographie et la cryptographie pour distiller dans des forums, dans différents autres supports Internet, des messages indiquant et impliquant des plans pour initier un certain nombre d'attentats. Cette information a été reprise partout. Tout le monde a utilisé cette information pour dire « Oh mon Dieu, les terroristes utilisent des… Ah, attention, Internet, il faut mettre sous contrôle. » D'où Patriot Act, entre autres. D'où début de réflexion sur un compte. Il y a quelques journalistes qui ont été quand même interloqués par les articles de M. Jack Kelly, qui était pressenti pour être prix Pulitzer pour la qualité de tous ces reportages. M. Jack Kelly, sous la pression, a fini par reconnaître qu'il était trop stupide, je pèse mes mots, c'est le terme qu'il a utilisé, pour inventer ces sujets tout seul. Donc, il avait un informateur extrêmement haut placé qui lui permettait de faire ces articles-là. Quel était l'interlocuteur haut placé de M. Jack Kelly? C'était Dieu qui lui soufflait les articles. C'était un mensonge, une fake news énorme, mais qui a été le début de cette utilisation récurrente et régulière du terrorisme pour légitimer des contrôles et des contraintes de plus en plus importantes sur Internet. L'usage de Telegram, là encore, est porté en avant. On ne va pas nier le fait que les utilisateurs utilisent Telegram comme d'autres personnes. N'oublions pas que les entreprises ont aussi besoin de confidentialité, ont aussi besoin de pouvoir échanger des données sensibles sans être interceptées. Il n'y a pas que les terroristes. Les terroristes sont à la marge. Quant à savoir si on peut tracer, parce qu'il y a aussi des attaques qui sont faites pour éviter ou empêcher la cryptographie ou les messages cryptés. Donc là, je rappelle aussi que le monde de l'entreprise est concerné par ces problématiques de sécurité informatique, cette nécessité de protéger un certain nombre. Il n'y a pas que les terroristes. Je rappelle que Telegrass, je prends un exemple simple, qui était une plateforme qui utilisait Telegram, a été démantelée. Donc, utilisation de Telegram ou pas, c'est la gouvernance israélienne qui a démantelé, c'était il y a, je crois, en 2008 ou 2019, ce réseau qui utilisait Telegram. En procédant comment? Avec leur méthode, qu'il n'est pas utile de dévoiler, mais qui passe par le b.a.-ba, c'est-à-dire l'infiltration. Donc, si vous voulez, là encore, dès lors qu'il y a des enquêtes menées, dès lors qu'il y a des utilisateurs à des fins qui sont des fins délictueuses, là encore, les moyens peuvent être mis en place, mais interdire à toute une population qui, à 90%, va l'utiliser pour des raisons qui sont des raisons, par exemple, strictement économiques, en arguant que des terroristes, toujours pareil, utiliseraient
Utiliserait, oui. Bon, ben oui, il y a des personnes qui utilisent, très bien. Comme je vous dis, il y a des personnes qui utilisent des voitures et qui font des enlèvements. Ai-je répondu à la question? Oui, très bien. Oui, et on Entre aimerait bien, passer, je ne sais pas, Flavie, hein, au mieux, au mieux. on aimerait passer sur une dernière question sur l'anonymat sur Internet. On a vu en 2018 le commencement du mouvement des Gilets jaunes, initié justement par des personnes sur, sur les réseaux sociaux qui annonçaient des rassemblements et qui s'organisaient entre eux. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un mouvement d'une telle ampleur dans la réalité a fait suite à une volonté née à l'origine sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que ce phénomène se réitérera, qu'il va devenir commun dans les années à venir? Est-ce que Internet est-il le seul lieu où l'expression libre peut vraiment avoir une résonance sur le réel? Là, vous me mettez dans une situation où je suis extrêmement, extrêmement inquiet par rapport justement à cela. N'oublions pas que la capacité organisationnelle pour s'opposer à des régimes qui étaient des régimes dangereux ou du moins qui faisaient souffrir leur population, c'est le printemps arabe. C'est le printemps arabe avec parfois les plateformes d'ailleurs qui ont eu des attitudes qui n'étaient pas tout à fait correctes, notamment je pense à la Syrie, je pense à Facebook par exemple qui coupait des comptes à partir d'un certain nombre d'échanges de messages de la jeunesse, entre autres, qui essayait de s'organiser. Je pense donc à tout ce printemps arabe où les réseaux sociaux, alors il y a eu régulièrement des tentatives de coupure Internet, vous avez des groupes hackers, white hat hackers comme Telecomix, qui régulièrement remettaient en place des possibilités d'échange, etc., au travers des réseaux sociaux. Là, l'Occident a pris conscience de la capacité organisationnelle des populations en situation d'oppression. Et là où mon inquiétude pèse sur l'Occident et sur la France, c'est au travers, par exemple, de lois comme la loi Avia. La loi Avia, par exemple, avec une censure éventuellement proactive. Une censure proactive, c'est-à-dire qu'une censure proactive, c'est que, imaginez que vous ayez des hashtags qui posent des problèmes puisque troubles à l'ordre public, ils pourraient être censurés de façon proactive, avant même qu'ils ne soient publiés, empêchant la capacité organisationnelle. Et pourquoi je tiens ce discours? Parce que quand j'ai entendu le mouvement des Gilets jaunes, la problématique n'est pas d'être pour ou contre. La problématique, c'est hashtag Gilets jaunes. Hashtag Gilets jaunes qui permettait des rassemblements. Quels sont les mots qui ont été utilisés à cette époque-là par l'exécutif? Il y a deux mots qui sont revenus régulièrement, séditieux et subversif. Séditieux et subversif, ça veut dire porter atteinte à la sûreté de l'État. Dans quelle mesure, dès lors qu'on porte atteinte à la sûreté de l'État, ce hashtag gilet jaune ne pourrait pas, dans le cadre des nouvelles lois qui sont mises en place, avoir l'exigence d'être censuré de façon proactive, de façon à empêcher la population de s'organiser? Voilà le questionnement. Et voilà ce qui m'inquiète à aujourd'hui. Voilà, j'ai fait flipper tout le monde. Donc, non, voilà, je vous dire, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça pourrait se reproduire? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la. Ça dépendra naturellement de la posture d'un exécutif dans la capacité à laisser des personnes s'organiser pour organiser des mouvements qui peuvent être des mouvements sociaux selon le curseur sur lequel elles placent ces mouvements sociaux. Imaginons qu'elle dise subversif et séditieux, c'est pour ça que ces mots me gênaient profondément quand j'entendais régulièrement subversif et séditieux. Qui dit subversif et séditieux dit atteinte à la sûreté de l'État, dit possibilité de censure et de censure proactive avant même que les personnes puissent s'exprimer. D'où mon retour à la nécessité de la possibilité d'anonymat et d'avoir des lieux d'expression sur lesquels l'État ne peut pas intervenir. Très bien, nous allons donc passer à une deuxième partie de notre conférence qui porte sur l'influence sur Internet. Et donc la première question est la suivante. On sait aujourd'hui que les algorithmes des réseaux sociaux sont programmés pour nous proposer des contenus souvent proches de ce qu'on regarde habituellement, ce qui signifie que l'on est rarement confronté à des contenus ou à des avis opposés aux nôtres. N'est-ce pas là le premier danger pour la démocratie? Flavie, vous avez raison. Je ne vais pas dire sauf que ce qui se passait avant ne fait que se reproduire, mais de façon effectivement plus contrainte. Précédemment, avant même l'arrivée d'Internet, nos cerveaux sont faits de telle sorte qu'on a tendance à aller toujours
vers des supports, par exemple, si on prend des supports presse, qui vont plutôt prêcher dans le sens de nos opinions. Ils sont rares les gens qui vont en même temps acheter, par exemple, je ne sais pas, l'Humanité et le Figaro, lire les deux et se faire un avis. Vous allez plutôt avoir tendance, quelles que soient les obédiences, les tendances politiques, à choisir des supports qui vont plutôt dans votre façon de penser. Ensuite, quand on passe au stade d'Internet, et donc avec ces fameux algorithmes de recommandation, oui, c'est du toujours plus de la même chose, sachant qu'effectivement, une fois qu'on rentre sur Internet, dès lors qu'il y a des outils de traçage de vos sujets de prédilection, naturellement, l'Internet, qui devrait être non pas une fenêtre ouverte sur le monde comme l'est la télévision, ou devrait être la télévision, mais une porte-fenêtre, une énorme porte-fenêtre ouverte sur le monde, a tendance à être réduite dès lors que l'on est tracé et qu'on va nous proposer, même en termes d'actualité, en termes, etc., des choses qui, certes, nous concernent, mais qui ont tendance à nous conforter dans une opinion, interdisant finalement notre capacité à exercer un sens critique, ou à se dire, ou à se remettre en cause, à abandonner peut-être une conviction parce que derrière une autre argumentation nous aura convaincu ou l'aura pondéré. Alors par-delà effectivement le fait d'être tracé, ou le sentiment d'être avec un type un mot un peu plus trivial, fliqué, vous avez quand même énormément aujourd'hui de navigateurs qui permettent de ne pas être tracés. Donc finalement, non pas de se protéger d'une quelconque observation par des entités politiques, etc. Non, juste simplement pouvoir avoir une navigation qui ne soit pas une navigation orientée selon les différents préjugés que l'on peut avoir. Vous avez Tor Browsers, j'avais noté Brave, vous avez Waterfox, vous avez Pale Moon, vous avez IceCat, il y a plein, vous avez Quant, le navigateur français, qui lui aussi exprime le fait qu'il ne va pas tracer, donc on va être moins soumis à des algorithmes de recommandation, et donc je dirais continuer à pouvoir avoir cette porte-fenêtre ouverte sur le monde, et non pas une espèce d'internet réduit à des choses comment dire, qui nous confortent dans notre opinion, qui nous confortent mais qui ne nous amènent pas des choses nouvelles qui peuvent nous enrichir. Mais justement, vous parlez d'être tracé, et on voit qu'une problématique qui est très actuelle, puisque voilà, ça arrive dans les mois suivants, c'est les cookies tiers qui en fait permettent aux activités commerciales de suivre l'utilisation d'Internet et voilà, la consultation de certains sites. On voit que le RGPD a fait certaines avancées là-dessus, que Google s'est engagé à y mettre fin pour qu'il n'y ait plus ce ciblage commercial. On en parlait au début d'un certain ciblage. Ce ciblage, il est aussi utilisé en politique. On l'a vu avec Donald Trump et Cambridge Analytica. Ah ben, vous avez le ciblage est utilisé en politique, mais à un tel point d'ailleurs que même lors des dernières élections présidentielles, parce qu'on assiste aussi aux premières élections présidentielles à l'heure d'Internet aujourd'hui, mais je pense que tous les partis politiques français en sont dotés. À aujourd'hui, tous les partis politiques, enfin du moins, je sais que le parti a aujourd'hui au pouvoir l'a utilisé lors des élections présidentielles. Il a travaillé avec une start-up qui permettait d'identifier des quartiers. Il faut savoir que, par exemple, le démarchage par mail, le taux de réussite pour convaincre quelqu'un qui n'a pas d'avis, un avis qui est neutre, par exemple, qui est absentéiste ou qui n'a pas d'avis prêt. Bon, c'est une perte de temps considérable. Il faut envoyer une masse pour convaincre une personne. Ce qui marche, c'est le porte-à-porte. Donc, cette start-up permettait de cibler quelque part les quartiers dans la France entière où il y avait des possibilités d'un porte-à-porte qui s'avérerait fructueux. Donc là déjà, l'Internet se met au service
du politique dans le cadre de son démarchage. Le porte-à-porte étant la chose la plus efficace, si tant est que vous ayez des personnes qui ne sont pas déterminées. Par contre, ciblant, par exemple, identifiant un quartier trop orienté dans un parti opposé, bon, ben, les démarcheurs ne vont pas aller dans ce quartier-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Baptiste, par rapport à ça, mais j'ai répondu à votre question, Baptiste? Si, complètement. Que ce ciblage, voilà, avait lieu. Et en fait, j'avais surtout envie d'axer ça sur aussi quelque chose qui l'a mis au grand jour, en fait, l'élection de Donald Trump avec ce scandale à Cambridge Analytica où on a beaucoup entendu parler des fake news. Ouais. Et du coup, on a une question qui suit sur les fake news. Elles ont beaucoup servi, comme vient de le dire Baptiste, et sont l'exemple de la problématique actuelle. Une ou plusieurs vérités. Donc, où s'arrête la liberté d'expression et où commence le mensonge? Alors, si j'étais provocateur, je dirais la chose suivante. Un politique qui dit la vérité n'est pas un politique si tant est que la vérité puisse exister. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, et ce n'est pas un jugement disqualifiant, mais dès lors que vous allez soutenir une position, naturellement, vous allez énoncer une partie de la vérité et certainement occulter une partie complémentaire qui pourrait desservir votre argumentation. Si vous êtes en train de défendre que ça va mieux au niveau chômage, des éléments qui pourraient contredire votre discours ou l'infléchir, vous allez le dissimuler. Peut-on pour autant parler de mensonge? Non, c'est aussi l'art de la politique que de valoriser là où commence le mensonge, là où commence donc l'altération de la vérité. Et quand on parle par exemple des fake news, les fake news, la véritable fake news, c'est dès lors par exemple, qu'on décontextualise. Qu'il y ait eu, par exemple, des violences policières en France. Déjà, on a un problème sémantique. On devrait parler de violences de policiers, non pas de violences policières. Vous êtes d'accord? Violence de policiers. Quelques individus ont pu commettre des violences. Ça ne veut pas dire que les policiers français et les policières sont des personnes ou les gendarmes violentes. Là où, et justement, quand il y a eu cet embrasement autour des violences policières à l'occasion des Gilets jaunes, où il y a eu des actes effectivement tout à fait répréhensibles et qui sont d'ailleurs ensuite pris en charge, on peut ensuite discuter de l'autorité en charge du jugement des policiers. Le débat va revenir souvent pour voir si on peut avoir une entité plus indépendante. Là où il y a fake news, c'est quand vous allez prendre en fait une image décontextualisée. C'est-à-dire que vous allez prendre une image où vous montrez une violence policière, mais qui n'a absolument rien à voir avec le fait qui est décrit. Vous dites que ça s'est passé à Bordeaux à telle date, sauf que l'image, elle date de 2009, admettons, et je dirais en Bretagne. Là, vous êtes dans la fake news. Vous fabriquez ostensiblement quelque chose qui relève du mensonge en mettant un commentaire sur une image. Alors, c'est très facile pour tout le monde de vérifier. Quand vous voyez, et surtout, alors, pour identifier une fake news, les choses sont très simples. C'est-à-dire, vous prenez les images, vous la mettez, vous la placez sur Google de façon à identifier l'image et savoir d'où elle provient et à quelle époque elle a été éventuellement postée. Vous allez la retrouver et vous voyez immédiatement que c'est une fake news. Autre chose, quand il y a un appel, un retweet, à partager, il y a un appel, si vous voulez, très oppressant, en invitant à… Alors, c'est très exagéré, regardez comme c'est horrible, machin, retweeter, partager massivement, etc. Là, il y a alerte. Et l'idée, c'est d'abord quand même, quelque part, même en tant qu'utilisateur et utilisatrice, et votre génération est beaucoup plus, et va être beaucoup plus agile à le faire. Et vous êtes dans cette profession-là, au niveau de J'aime en débat, au niveau journalistique, ben, on est dans le fact-checking. Et l'usager doit faire du fact-checking avant de reproduire quelque chose qui lui donnera, imaginons quelqu'un, ah oui, les violences policières, la personne se sent très concernée, ben, avant que de partager, avant que de retweeter, par-delà le fait qu'elle se sent concernée parce qu'elle a été victime, parce que ceci, le b.a.-ba, c'est de valider la véracité de l'information avant de se faire colporteur et complice d'une fausse information. Et justement, vous parlez de fact-checking. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à ceux dont sont nourris
à ceux qui sont nourris par les fake news, qui sont voilà, les complotistes, les partisans des théories du complot. J'aimerais revenir d'abord sur le fait que la définition du complotiste a légèrement changé. Au début, on est passé en fait de celui qui complote. Le complot, c'est celui qui est dans l'action secrète afin de nuire à quelqu'un ou à souvent une institution. Les Aujourd'hui, on est plus, Illuminati, etc. exactement. Aujourd'hui, on est plus passé dans celui qui dénonce ou pense dénoncer un complot, une théorie. Et pour le coup, voilà, les Illuminati, les francs-maçons, le groupe Bilderberg, etc. Et qui sont eux qui agiraient pour nuire au plus grand nombre. En fait, j'aimerais revenir sur sur ce qu'on voit aujourd'hui, sur les théories du complot, et Oui, aussi alors, sur une réflexion qu'avait le scientifique Étienne Klein sur France Inter il y a quelques semaines. ouais, En fait, il expliquait que les complotistes faisaient preuve d'hyper-rationalité. Ils absolument. excluaient beaucoup de causes. Euh, et en fait, pour n'en garder qu'une seule, en prenant l'exemple, je me suis un petit peu renseigné parce que je ne connaissais pas, de la TIR de Russell. Euh, En fait, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que le complotiste, est-ce qu'il est plus proche de la liberté d'expression parce qu'il dit voilà, vraiment ce qu'il pense être juste, même si on l'a vu, il y a des mécanismes qui l'amènent à penser cela, que celui qui est bien pensant, qui ne veut pas faire trop de vagues et qui ne se pose peut-être pas autant de questions que le complotiste. Alors, plutôt que bien pensant, je dirais qu'on est en train plutôt aujourd'hui de fabriquer des malpensants. Là encore, je vais être très provocateur. Nous avons déclaré, et ce ne sont pas mes propos, nous avons déclaré une guerre dans la situation actuelle. C'est bien le mot guerre qui a été employé. Qu'est-ce qui est associé au mot guerre? Propagande. Propagande, ça veut dire unité nationale. Ça veut dire une forme de pensée dominante à laquelle il faut adhérer. Et pour revenir à cette notion de complotiste, les théories du complot, dans des situations qui... nous avons fait un article avec deux collaboratrices, Caroline Cuny, que vous connaissez peut-être, docteur en psychologie et qui intervient à Grenoble École de Management, et Jamel Kenfer sur la théorie compensatoire, c'est-à-dire comment reprendre le contrôle de sa vie dans une situation où le contrôle de notre vie nous échappe. Elle est très contrainte, on a le couvre-feu, etc. Et au travers des recherches que Caroline et Jamel avaient faites, ils avaient investigué sur justement ces reprises de contrôle. Et souvent, dans les situations de crise, les théories du complot émergent souvent, beaucoup, parce que c'est une forme de donner de l'explication à de l'inexplicable. Donc, une forme de reprendre le contrôle de sa vie en voyant du complot un peu partout, parce que ça permet de reprendre le contrôle. Mais pour en revenir à cette dérive de complotiste, il y a aussi une problématique qui vient, et j'en reviens à la personne que vous citiez au niveau de son intervention sur France Inter. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le contre-discours devient extrêmement difficile à tenir, même s'il est factuel, puisque le débat est coupé court en disant « Monsieur, vous êtes complotiste ». C'est-à-dire qu'on renvoie le débatteur à… Donc, vous pouvez faire face à une assertion qui est un mensonge, pour le coup, avéré, et derrière être qualifié immédiatement de complotiste, parce que comme ça, le débat est fini. Et ça c'est assez inquiétant. C'est-à-dire, non, tout le monde n'est pas complotiste parce qu'il s'inscrit dans un contre-discours. Et donc, le fait de qualifier quelqu'un qui défend une autre argumentation qui peut être tout à fait légitime. Ça fait partie du débat, pas forcément du complotisme. Et j'ai ce sentiment qu'à aujourd'hui, et par rapport au drame collectif que nous vivons, il y ait une forme de très très rapidement, c'est un peu le point Godwin, on renvoie la personne qui n'est pas d'accord sur la pensée dominante dans le rang des complotistes. Moi, je ne prête aucune intentionnalité à la gouvernance, à l'Europe par rapport à la stratégie vaccinale. Je ne prête pas une intentionnalité de le faire exprès ou quoi que ce soit. Je constate un fait, c'est que l'Europe n'est pas au rendez-vous de la logistique vaccinale telle qu'elle aurait dû être préparée pour 446 millions. Il y a 27 États membres. Nous sommes 446 millions d'Européens. Je constate que la logistique vaccinale n'est pas au rendez-vous. Suis-je complotiste pour autant? Non, je constate un fait. Par contre, je ne prête pas une intentionnalité. La prêter une intentionnalité, genre on le fait exprès,
il y a des finalités politiques. Non, ça, ça relève du fantasme. Je ne sais pas si je réponds à la question pertinemment, Baptiste. Si, c'est ça. C'était pour se demander comment le complotiste est aujourd'hui considéré par rapport à ce qu'il peut dire, notamment sur la période qu'on voit aujourd'hui, entre les anti-vaccins, entre les différentes origines du Covid. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont matière à développer, parfois des théories du complot, à se focaliser sur une seule cause du problème pour Bien sûr. en expliquer quelque chose de parfois d'illusoire, d'imaginaire, mais comment ne pas apparaître quand on veut débattre comme celui qui complote, comme celui qui… Alors, être ou tenter d'être le plus honnête intellectuellement possible. C'est-à-dire, j'ai coutume de dire, je ne détiens pas la vérité, si je la détenais, je la libérerais immédiatement. Mais par contre, quand là, je vais écrire cet article sur le carnet sanitaire et pourquoi je fais référence à la banalité du mal de Hannah Arendt et pourquoi j'essaye d'expliquer pourquoi c'est si grave, je m'appuie sur des faits. Je m'appuie simplement sur des faits. C'est-à-dire que derrière, je n'essaye pas de masquer des choses qui pourraient contredire mon discours. Si j'avais trouvé des choses, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une thèse, comme vous, quand vous allez préparer vos grands mémoires, etc. Et ce que je dis toujours à mes élèves, à vous, c'est on part avec un postulat, on part avec des hypothèses. Ensuite, on choisit une méthode qualitative, quantitative, qu'importe. Mais notre hypothèse, si on se rend compte au travers de nos questionnements, de nos investigations, que notre postulat s'avère faux, ce n'est pas un échec que de le reconnaître. Par contre, si on s'efforce de masquer tout ce qu'on a découvert et qui finalement met en défaut notre postulat, là, on devient un complotiste et un escroc au niveau du grand mémoire. Et ce n'est pas bien. Très bien. Donc maintenant, on va s'intéresser à la troisième partie qui portera sur la surveillance. On en a déjà beaucoup parlé. Et donc, puisque Internet est le lieu même de la surveillance. Et on va parler d'un premier exemple qui est Hangzhou, en Chine. Et donc à Hangzhou, un système de détection a été mis en place suite au Covid afin de limiter les contaminations. Cependant, la ville planifie de continuer dans cette idée en mettant en place une application qui classerait les habitants sur une échelle santé de 0 à 100. Pensez-vous que ces pratiques vont se généraliser et comment les éviter individuellement et collectivement? Alors, déjà, je trouve que l'Occident s'est beaucoup inspiré de la Chine, l'Occident démocratique, dans sa méthode de gestion de la crise, ce qui est pour le moins inquiétant, ce qui est pour le moins dérangeant. C'est-à-dire que de s'inspirer de régimes autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, pour juguler une crise, pourquoi pas, mais c'est inquiétant. Alors, je vais prendre un exemple très simple qui s'est passé en France et qui est passé visiblement sans que cela soulève l'émoi d'un certain nombre de personnes. L'intelligence artificielle a été utilisée et est utilisée puisque à aujourd'hui, donc là, ce n'est pas une question de bons points ou de mauvais points, mais on est dans une dérive qui est assez inquiétante et je vais m'en expliquer. Au niveau du métro parisien, donc ils ont eu l'autorisation, alors que ça avait été refusé précisément, d'utiliser l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance pour détecter les gens qui portaient mal le masque ou pas le masque. C'est quelque chose qui a été autorisé. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer dans une émission où il y avait le duel Neumann-Le Chypre. Un peu difficile d'ailleurs d'en parler parce que très difficile d'argumenter dans ce genre d'émission où il y a une personne, c'est un peu un catch, il y a une personne qui prend une position pour, une personne qui prend une position contre. C'est argumenter est très compliqué. Là aussi, pour argumenter et faire prendre conscience de la dangerosité des choses, c'est assez compliqué. Pourquoi c'est dangereux? Parce que la question que je posais et que je voulais poser, c'est quelle est la finalité? Quelle est la finalité? C'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller les gens qui portent le masque ou pas le masque. La question, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Quelle est la finalité dans le cadre de la gestion de la crise que l'on vit actuellement?
qui respecte la distanciation sociale dans des transports en commun et par quels moyens. Donc, quelle est la finalité de cette autorisation qui est un pas en avant vers la reconnaissance faciale, une reconnaissance faciale qui est régulièrement, d'après des études, mise en défaut avec un nombre de faux positifs considérable, notamment sur les minorités. Des expériences ont été menées au pont de Brooklyn. Ils les ont arrêtés parce qu'il y avait trop de faux positifs et c'est toujours la même communauté de couleurs qui était détectée comme responsable ou comment dire, identifiée comme criminelle. Bon, bref, on est au b.a.-ba de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à attribuer des points, mais quelle était la finalité ? Et c'est-à-dire, et là, c'est là où s'arrête, comment dire, la capacité, dans un état de sidération, des gens à raisonner. L'État montre qu'il fait des choses. On surveille les gens en France qui portent le masque ou pas le masque. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire ? En quoi ça nous aide ? Donc, au grand public, on va lui dire, regardez, on agit. Ah oui, mais pourquoi faire ? En quoi ça va résoudre le problème. Donc, on n'est pas encore à distribuer des bons points pour avoir le droit de voyager ou pas voyager, le bon citoyen du mauvais citoyen, mais on avance dans un contrôle, on introduit discrètement l'intelligence artificielle et là, la reconnaissance que j'ai appelée la reconnaissance mascale. On commence à faire un pas vers la reconnaissance faciale. Et c'est passé inaperçu. Donc, est-ce qu'on s'inspire des mêmes méthodes ? On n'a pas encore des bons points ou des mauvais points. Éventuellement, l'étape suivante, ce serait des amendes si on repère une personne qui ne porte pas le masque. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si je réponds à la question, Baptiste, ou si… Non ? Oui ? Une partie de la question, c'était aussi comment c'est possible de les éviter ? Les éviter, c'est en les dénonçant. C'est en les dénonçant, c'est en explicitant à la population, par exemple, dès lors qu'on le peut, de dire que si quelque chose est mis en place, c'est comme tous anti-Covid, par exemple. Vous prenez tous anti-Covid. Aujourd'hui, il y a une communication qui est faite sur tous anti-Covid qui a été assez virulente. Stop anti-Covid, Stop Covid a été un bide. Ça n'a pas fonctionné. Il y a tous anti-Covid. On utilise la technologie Bluetooth. La technologie Bluetooth, elle n'est absolument pas fiable. Elle a vraiment un problème de fiabilité. Pourquoi ? Elle transperce les murs. Imaginez, vous êtes dans une pièce, il y a une personne de l'autre côté de la pièce qui est cas contact. Vous allez être considéré comme cas contact. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà, ne parlons même pas de la technologie. Aujourd'hui, il y a un discours qui est tenu sur tous anti-Covid. Nous sommes à 13 millions, je crois, à peu près, de personnes qui ont tous anti-Covid. Est-ce que vous avez tous anti-Covid ? Moi, oui. D'accord. Pour faire quoi ? Je vais te répondre. Pour les attestations. Oui. On est bien d'accord ? Là, il y a un problème. En Angleterre, tous anti-Covid, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs qui sont affiliés à Oxford. L'application, elle a une autre appellation. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle utilise la même technologie. Il y a eu déjà beaucoup de téléchargements. Il y a eu 1,7 million de remontées. Ce qui veut dire que ces chercheurs et chercheuses de Oxford estiment qu'ils ont évité 600 000 cas problématiques. 1,7 million. Nous, tous anti-Covid, on est à 100 000 remontées. À quoi sert tous anti-Covid à ce stade ? À rien. À rien. Et là encore, je ne suis pas un complotiste, je suis factuel. On a le sentiment de faire, et en fait, la contrainte de cette attestation, je ne le mesure pas, je ne le quantifie pas, mais je suppose que beaucoup de personnes ont téléchargé tous anti-Covid pour avoir la possibilité de faire ces attestations régulièrement. Voilà. Mais vous parlez qu'il faut justement dénoncer quand il y a un problème, et qui sont ces dénonceurs habituellement ? Ce sont les lanceurs d'alerte, voilà, les plus connus, Julian Assange, Edward Snowden, notamment sur cette surveillance sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des scandales qui ont fait du bruit. On peut aussi penser à la journaliste maltaise Madame Caruana Galizia qui a disparu il y a quelques années. On voit que ces lanceurs d'alerte aujourd'hui, on tente de les réduire au silence. Il y a une volonté de ne plus les entendre, ou en tout cas de les mettre sous silence. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté
de limiter la liberté d'expression de ces gens-là, de ces lanceurs d'alerte, ou en fait, est-ce que c'est juste une réaction qui est centenaire, millénaire, des puissants de vouloir faire taire la parole de ceux qui dérangent? Ben, il y avait une phrase je ne me rappelle plus également, je vais très très mal je vais très très mal la dire, et je connais plus le nom là j'oublie le nom de cet auteur, mais en fait qu'une vérité passe par trois étapes. D'abord elle est critiquée, ensuite elle est ridiculisée et ensuite elle apparaît comme une évidence. Malheureusement, beaucoup de lanceurs d'alerte et de lanceuses d'alerte se sacrifient. J'ai un ami qui s'appelle James Dunn, qui travaillait pour la société Cosmos, qui a dénoncé un certain nombre de faits, qui a eu raison, gain de cause en termes de justice par rapport à la technologie qui était fournie par Cosmos à un certain nombre de pays qui n'étaient pas des pays, parce que n'oublions pas que des outils informatiques sont aussi des armes de guerre, sont des armes de guerre, de géolocalisation, de beaucoup de choses. Bon, bah, cet homme, il l'a payé dans sa vie, quoi. Dans sa vie, c'est-à-dire que la mort, c'est pas une mort, on ne va pas vous abattre en démocratie, mais c'est une mort sociale. Imaginez la torture qui a été infligée à Assange. C'est proprement inhumain. Inhumain. C'est inhumain. Et là, aujourd'hui, il n'y a aucune légitimité à ce que Assange, sachant qu'il avait été poursuivi, rappelez-vous, il y avait une procédure qui avait été engagée pour viol, si je ne m'abuse, qui avait été abandonnée par la suite. C'est-à-dire tout a été fait pour maintenir Julian Assange en prison. À aujourd'hui, oui, ce sont des gens qui, quelque part, se sont sacrifiés pour les autres. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, qui, au bout d'un moment, se sont dit, non, en mon âme et conscience, non, je ne peux pas contribuer, mais n'oubliez pas que monsieur Snowden avait dit la chose suivante, enfin, de lui avait été, c'est un proche du Pentagone, qui disait de monsieur Snowden, si je l'avais en face de moi, je lui tirerais une balle dans la tête. Donc voilà le niveau de violence. Donc ce sont des gens qui, je pense, agissent en leur âme, en conscience, mais n'imaginent pas la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Et derrière, ça me fait penser souvent, quand il y a ces dénonciations, vous n'avez peut-être pas vu, c'était, je ne sais pas, 2001 avant Jésus-Christ, non, avec Coluche, je ne sais plus le nom du film, mais il est en train de hurler devant les Romains, il hurle tout seul, il y a une foule derrière lui, il est en train de hurler, puis il continue à hurler. Puis il y a les Romains on voit les Romains qui le regardent en rigolant, et ils se retournent, il n'y a plus personne. C'est-à-dire, donc, ce sont des personnes qui prennent des risques. Les conséquences, je ne pense pas qu'ils aient pu imaginer les conséquences terribles sur leur vie. Et aujourd'hui, finalement, des gens comme Assange, des gens comme Snowden, des gens aussi comme Raif Badawi, par exemple. Raif Badawi, prix Sakharov, qui est aujourd'hui toujours en prison en Arabie Saoudite. C'est un prix Sakharov. C'est-à-dire derrière qui fait libérer Raif Badawi, qui a été condamné pour apostasie, alors qu'en fait, il essayait juste, au niveau de son blog, d'infléchir le wahhabisme. C'est-à-dire il n'y a jamais eu d'apostasie, il n'a jamais renié. Il est le prix Sakharov, ça a été décidé par des instances internationales. Mais ce prix Sakharov, il est aujourd'hui dans des géoles. Et derrière, finalement, est-ce que ça ne décourage pas d'autres personnes qui, c'est un peu les trois singes de la sagesse, hein. Je ne vois pas, j'entends pas, je ne dis pas. Donc voilà, c'est aussi une forme de, je dirais, on considère tous, alors qu'on vit une vie assez paisible, ces personnes, alors certains les considèrent comme des traîtres, hein, attention. Tout le monde n'a pas la même opinion sur un Julian Assange selon du côté où il se place. Mais derrière, souvent considérés comme des héros, ce sont des héros qui ont eu leur vie gâchée et peut-être que ça va décourager des gens de dénoncer des choses parce que les conséquences, là on les voit, les conséquences. Oui. Et du coup, vous diriez que il y a quand même ces dernières années, depuis 20 ans, 30 ans peut-être, une volonté de réduire cette liberté d'expression par
voilà, la mise sous silence de certaines personnes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en fait vieux comme le monde, que quand quelqu'un dit quelque chose qui dérange, les puissants font tout pour le faire taire? Ben, sans tomber dans la religion, Jésus, il n'a pas très bien fini, hein. Oui, oui, Donc, non, je pense que, non, mais je pense que ça a daté de tout temps. Par contre, ce qui s'est passé avec le pouvoir, enfin, les pouvoirs, quels qu'ils soient, ce qui s'est passé, c'est que l'arrivée d'Internet les a profondément déstabilisés parce que derrière, au niveau du biopouvoir, le biopouvoir, tel que le définit Foucault, c'est finalement le contrôle de la vie et des corps. Là, aujourd'hui, par exemple, le biopouvoir a repris énormément du poil de la bête dans le contrôle de la vie et des corps. On nous dit à quelle heure on nous lève, à quelle heure on se couche au niveau du couvre-feu, avec, je passe sous silence l'absurdité de faut tous aller dehors. Donc, à 7 heures, j'imagine que le Covid est caché, tapis derrière un bosquet et bondit sur les gens à partir de 7 heures. Fin de l'humour. Derrière, donc, le contrôle de nos vies est vraiment là très régulé par l'État. Le biopouvoir a repris beaucoup de contrôle. Par contre, le biopouvoir perdait du terrain sur l'Internet, énormément. Je pense qu'au début, l'ensemble des exécutifs, quel que soit le régime, hein, ont été vraiment très, très dépassés par l'émergence d'Internet, la capacité des populations à se l'approprier, avec une capacité, comme Baptiste et Flavie vous le soulignez précédemment, cette capacité au niveau du printemps arabe à s'organiser. Ça, les pouvoirs en ont pris conscience. Donc derrière, il y a une volonté de reconquête de cette liberté d'expression, ou du moins d'essayer non pas de réduire au silence, mais de dire attention, attention, on vous surveille parce que vous ne pouvez pas. Prenons par exemple au niveau d'Internet, par exemple, vous avez Monsieur Poutine, il y a une loi, alors ce n'est pas la loi Avia, mais ça va dans le même sens, vous n'avez pas le droit de critiquer un organisme d'État. C'est passible de prison, c'est passible d'amende. Vous ne pouvez pas émettre une critique. C'est même pas dire non, je caricature à peine, mais dire cette administration fonctionne mal. Non, vous tombez dans le cadre d'un délit. C'est des lois qui sont passées sous la gouvernance de Poutine. Donc il y a cette volonté quand même, plus ou moins, je vous dis, tout n'est pas comparable en fonction des pays que j'évoque, mais il y a quand même une volonté de contrôle de l'Internet qui est de plus en plus poussée. Et la liberté d'expression, n'oublions pas qu'Internet nous l'a fait découvrir. Être un homme, c'est savoir s'empêcher. La liberté d'expression, et j'en reviens au début de notre interview, la liberté d'expression, c'est pas pouvoir tout dire non plus. Je dis, l'appel au meurtre, non, c'est pas permis. Le lynchage, le cyberharcèlement, le mobbing, c'est pas permis. Par contre, derrière, les gens doivent être très rassurés par rapport à ça s'ils en sont victimes. Il y a sur les sites gouvernementaux des endroits où ils peuvent signaler. Et je vous garantis qu'une personne, parce qu'il n'y a pas d'anonymat et qui menacerait et qui essaierait de faire chanter, mais dans les 48 heures, il se fait attraper. Donc ça, c'est aussi la pédagogie, plutôt que de parler de « il faut mettre l'anonymat, ça va être la solution ». Non, 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 non. Plutôt dire « attention, si vous êtes victime, si vous êtes cible, vous avez les moyens de vous défendre. Vous n'avez pas à avoir honte, parce que souvent, ça va être aussi le chantage, les sextapes, etc., qui ont provoqué des drames. Que toutes les personnes qui peuvent en être la cible soient bien conscientes qu'elles ont un recours, qu'elles sont victimes, et que la personne qui s'est rendue coupable de ce délit, de ce chantage, elle sera rattrapée, elle sera condamnée, et elle ne recommencera plus jamais. Du coup, pour conclure, notre dernière question, c'est la suivante. La liberté d'expression dont nous venons de parler pendant à peu près plus d'une heure, est-ce que vous pensez que ce sera un enjeu clé des présidentielles de 2022? Oui, ça va être alors là où ça va être un enjeu clé, c'est que vraiment va être extrêmement, d'une part, tous les partis politiques vont avoir des gens qui non pas vont balancer des fake news, parce qu'on parlait des fake news, des fausses informations, etc. Mais par exemple, il y a les fake reviews et les fake commentaires, les faux commentaires. Est-ce que c'est du mensonge? Pas du mensonge. C'est-à-dire que là, vous allez avoir naturellement une communication et des équipes de communication dédiées à Internet dans chacun des partis politiques.
Derrière, j'imagine qu'il va y avoir des personnes qui vont être dédiées à contrecarrer systématiquement ambiance troller, tout discours des partis opposés. Donc, ça va être une bagarre que je n'imagine pas toujours très honnête intellectuellement, dans la mesure où vous avez… alors, c'est peut-être les nouvelles règles du jeu du politique, mais il va y avoir naturellement des community managers qui vont travailler à fond de la veille sur tout ce qui va être dit dans les forums sur telle ou telle partie, de façon à pouvoir intervenir pour mettre des faux commentaires d'applaudissements, c'est formidable, c'est remarquable. Oui, sauf que les gens qui vont trouver remarquable telle ou telle déclaration, si vous creusez, alors est-ce que ça fait partie d'un faux commentaire? Quelqu'un qui, quoi que la personne dise, va y adhérer, va applaudir et va faire le buzz autour de ce truc. Donc oui, ça va être un enjeu important. Et je crois que d'ailleurs, les politiques, à la fois, comment je pourrais dire les choses, à la fois, c'est un outil complémentaire formidable pour porter à connaissance leur discours. Et à la fois, je pense que tous redoutent notamment, n'oubliez pas qu'il va y avoir aussi l'apparition, on n'y est pas encore, les deepfakes, ça va y aller. Je rappelle pour ceux qui peut-être n'en ont pas entendu parler, les deepfakes, c'est tout simplement pouvoir prêter à une personne un discours qu'il n'a absolument pas tenu. Et vous avez vraiment l'impression, avec des bons logiciels pour fabriquer des deepfakes, que c'est la personne qui tient tel ou tel propos. Donc, il va y avoir ce phénomène-là, certainement, va prendre de grandes proportions, sachant que les réseaux sociaux, rappelons-nous ce qui est arrivé à M. Trump au niveau de Twitter et au niveau de Facebook. Les réseaux sociaux vont être également sur le grill pendant cette période-là, parce que derrière, ce sera très difficile pour eux aussi. On parlait des fausses informations, des vérités, etc. Peut-être que des partis politiques vont demander à ce que telle déclaration de telle personne soit censurée par les réseaux sociaux parce qu'elles sont mensongères. Quelle va être la position des réseaux sociaux majeurs durant ces élections? Ça, c'est à observer. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de travail et je n'aimerais pas du tout être à leur place. Eh bien, merci pour toutes vos réponses, Monsieur Châtelain. Merci d'avoir dédié votre temps pour répondre à nos interrogations sur cette conférence sur les libertés d'expression sur Internet qui s'inscrit, je le rappelle, dans notre semaine thématique Agément Débat. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à Grenoble École de Management. Et merci Flavie et merci Agément Débat pour cette belle conférence. Merci beaucoup Flavie de m'avoir invité. Merci Baptiste également de m'avoir invité. Et puis, plein de succès pour ce cycle de conférences. Et puis, bonne continuation. Merci à vous. Beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.